Arc-en-ciel. Avec Abdilatif. L'info libre et crédible. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel. Et nous sommes heureux d'être en ligne avec M. Bessam Tahan. Bonjour. Bonjour cher ami, je suis heureux de vous retrouver après cette longue absence sur les ondes. Écoutez, merci infiniment. Obligation de santé, comme tout le monde le sait. Je suis très heureux aussi de vous retrouver avec vos analyses et vos analyses pertinentes. Actualité oblige. Donc, on a évoqué plusieurs sujets dans le passé, mais cette fois-ci, il y a une actualité de taille. Et la dernière déclaration de M. le Président américain pose une solution au Moyen-Orient, notamment la transaction dite du siècle dans le cadre du conflit israélo-palestinien. Peut-on parler d'une transaction? De quoi il s'agit avant tout? Quelle transaction? Et entre qui et pourquoi? En fait, tout le monde parle d'un plan de paix pour le Moyen-Orient. Quand on dit pour le Moyen-Orient, cela indique que ce n'est pas uniquement pour les Palestiniens, mais c'est également pour tous les pays du Moyen-Orient, c'est-à-dire la Syrie, qui est problématique aujourd'hui, l'Iran, hein, l'Irak, la Jordanie, les pays du Golfe, tous ces pays-là font partie du Moyen-Orient. Alors, est-ce qu'il y a dans ce projet des choses qui concernent le Moyen-Orient qui soient dites explicitement? Oui, on parle de 50 milliards de dollars qui seraient donnés sur 10 ans aux Palestiniens s'ils acceptent et aux pays voisins. Alors, qu'est-ce qu'on entend par les pays voisins? Est-ce que c'est la Jordanie sans doute, le Liban, je n'en sais rien. Toujours est-il que la somme de 50 milliards sur 10 ans, par rapport aux revenus pétroliers du monde arabe, c'est une goutte dans un océan. Donc, si vous voulez, ça paraît énorme. Pourtant, d'ailleurs, c'est curieux que ça lui paraisse énorme alors qu'il brasse, lui, des centaines de milliards. Et c'est utile peut-être de rappeler que la destruction de la Syrie a coûté des centaines de milliards de dollars et sa reconstruction coûte actuellement dans les 500 milliards de dollars. Pour avoir une idée, parce que ces chiffres paraissent astronomiques, mais comparés à d'autres chiffres ou dans des statistiques concernant le Moyen-Orient, c'est très peu. Alors, ça c'est un premier volet. Une paix pour le Moyen-Orient avec 50 milliards de dollars, c'est pas assez, point. Le second point, c'est que si c'est vraiment pour le Moyen-Orient, on devrait à ce moment-là traiter avec la Syrie pour le Golan. Parce que je ne vois pas pourquoi les Syriens accepteraient une paix pour le Moyen-Orient en offrant à Israël comme cadeau les plateaux du Golan qui sont si riches en eau, c'est un château d'eau comme tout le monde le sait, et qui sont déjurés une partie intégrante et intégrale des frontières tracées par les Nations Unies qui remontent au traité de Sèvres, cela fait 100 ans de cela, 1920, hein, qui font partie de la Syrie reconnue aux Nations Unies dans ce tracé de frontières. Il en est de même du Liban. Hein. Alors, comment va-t-il désamorcer toute l'existence et la puissance et du Hezbollah par ce plan avec les Palestiniens? Il n'est pas question du tout du Liban dans ce plan. Hein. Donc, et j'en passe, le problème de l'exploitation illégale parfois par d'autres pays, de la bande territoriale pour ce qui est du gaz
et du pétrole sur les côtes de l'Égypte, la Palestine, la Syrie, le Liban, Chypre, la Grèce, la Libye, tout ça aussi pose problème. Donc, à mon avis, ce n'est pas un plan de paix pour le Moyen-Orient, mais c'est un plan de guerre. Guerre de qui et contre qui, puisque vous parlez de guerre? Alors, ce plan de guerre est sûrement d'abord contre les Palestiniens, parce que les Palestiniens n'accepteront jamais qu'on leur ôte leur capitale, Jérusalem. Alors, il y a eu un malentendu dans les mots de Trump. On a cru qu'il allait leur donner la partie arabo-musulmano-chrétienne de Jérusalem, puis on s'est rendu compte que non, il s'agissait extramuros, comme on dit, de Aboudis, une banlieue hors de Jérusalem. Ça, sur le plan de la capitale. Cela en soi, pourquoi je vous dis c'est une guerre non seulement contre les Palestiniens, mais contre beaucoup de monde, c'est une guerre contre tous les pays musulmans du monde. Pourquoi? Mais c'est simple, Jérusalem a une place très importante pour les musulmans, c'est un haut lieu de culte, hein, qui est à classer avec la Mecque et Médine, tout le monde le sait. Hein. Et alors, ça représente une offense, une véritable offense contre 1 milliard, enfin 100 milliards, 1 milliard 500 de musulmans dans le monde qui se trouvent offensés par cette affaire-là en déclarant que cette capitale, Jérusalem, n'est que pour les Juifs et pas pour les autres, en quelque sorte. Et quand on dit cela, on est nullement antisémite. Hein. C'est un fait. Hein. D'ailleurs, dans le plan de 80 pages que j'ai eu l'occasion de lire, enfin de larges extraits, c'est que Trump, dans cette affaire-là, veut que les Palestiniens reconnaissent Israël comme État juif. C'est-à-dire que on est bien loin du projet fondateur d'Israël par des athées laïcs qui forcément ne voulaient pas créer un État religieux loin de toute laïcité. Et c'est mauvais un peu dans la région, à la lumière de ce qui se passe, l'existence ou pas de Daesh, de Al-Qaïda, de Etesh, n'est-ce pas, l'autre branche de la Qaïda en Syrie, de tout cet extrémisme religieux, hein, tout ça nourrit une flamme de terrorisme religieux. Hein. Alors, donc, c'est un plan de guerre contre l'islam, oui, je le dis, et pour moi c'est offensant. Selon vous, c'est un plan fondé sur la religion, si j'ai bien compris. Ben oui, écoutez, pourquoi les musulmans du monde entier sont, si je puis dire, au niveau symbolique, exclus de Jérusalem? Ben, attendez, parce que là, ce que j'étais en train de dire ne trouve pas écho chez les grandes instances connues de l'islam, hein, donc et notamment la Ligue musulmane, hein, donc de l'islam, hein, donc saoudien, ni le conseil émirati. Donc la question, oui, je veux en dire. La question, elle est là. La question maintenant, se trompe. Moi, je pense, il est fidèle à lui-même. Comme il l'a dit vis-à-vis de l'Arabie Saoudite, si vous voulez votre sécurité, il faut le payer. Donc, ils payent pour leur sécurité. Donc, ce monsieur, il est clair et net. Donc, il a constaté comme quoi il y a des pays musulmans qui sont autour de cette zone-là, comme vous l'avez dit au départ, parce que ça concerne un grand nombre de pays. Et ces pays-là, donc la déclaration, d'après ce que j'ai vu, la démarche arabe unie, c'est un point de départ, il faut aller encore plus loin. L'Arabie Saoudite, c'est presque la blackout. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, oui, mais vous voyez, c'est vrai que les pays arabes du coin
sont musulmans. Mais moi, je vous dis que ça dépasse de loin ces pays arabes. C'est un problème des musulmans en général. C'est un problème des chiites d'Iran ou d'ailleurs. C'est un problème du Pakistan. C'est un problème de l'Indonésie. C'est tous les musulmans. Voyez-vous. Donc, ce plan porte atteinte quelque part à des lieux sacrés dans leur appartenance à l'islam. Donc voilà pour ce qui est du volet musulman. Mais c'est un plan de guerre également, parce qu'on sait très bien que l'Iran n'acceptera jamais cela, ne laissera pas tomber les Palestiniens. Donc là, on est face à l'axe de résistance, appelez-le l'axe chiite ou le croissant chiite, ou tout ce bouillonnement, n'est-ce pas, qu'on a connu ces dernières décennies, de l'Iran avec ses alliés dans la région, les Houthis au Yémen, le Hezbollah, les chiites d'Irak, le gouvernement syrien, les chiites du Bahreïn, ça en fait beaucoup, n'est-ce pas? Et tous ces gens-là ne sont pas d'accord. Donc, il faut se préparer, dans la perspective israélienne, à une longue guerre contre ces gens-là. Hein? Et c'est le rêve de Netanyahou d'engager les États-Unis dans une guerre contre l'Iran. Hein? Alors, ce qui est regrettable aussi dans ce plan de paix, ce sont les réactions de certains pays arabes ou occidentaux. C'est-à-dire, quand on parle, on se moque du monde, ce plan se moque du monde. On nous dit c'est la proposition des deux États. On se dit magnifique. Ben voilà, on retrouve les bonnes choses de l'accord d'Oslo. Hein, bien que pour moi, Oslo soit un échec total et une catastrophe. Mais c'est pas là le sujet aujourd'hui. Alors, on nous dit c'est une proposition à deux États, mais quand on voit de près quelle est la superficie, quel est le territoire de ces deux États, on se rend compte que depuis 1948, Israël n'a eu de cesse de grignoter le territoire palestinien. On arrive dans ce projet, Israël veut annexer le territoire des colonies, carrément la vallée du Jourdain. Donc qu'est-ce qui reste franchement de la Palestine, de la Palestine avec ses frontières, que ce soit après la guerre de 67, que ce soit dans les différents accords depuis 48, il ne reste pas grand-chose. Et ce qui est important aussi dans ce plan, c'est que c'est à prendre ou à laisser. C'est-à-dire, si les Palestiniens ne le prennent pas, bah tant pis pour eux, hein, ils ont 4 ans, et là on peut penser que sans doute Israël va continuer à annexer, et dans un tweet assez humoristique, parce que parfois, n'est-ce pas, on peut rire des choses tragiques, c'est qu'on se demande à ce rythme-là où vont aller les Palestiniens. C'est peut-être Damas, Bagdad, le Caire, et même pas Amman de Jordanie. C'est-à-dire que Israël est prête, comme elle l'a fait dans le passé depuis 48, à annexer. Et qu'est-ce qui restera aux Palestiniens? Rien. D'ailleurs, hein, quand le roi Abdallah de Jordanie exprime des craintes pour la renaissance de Daesh, à mon avis, il faudrait qu'ils aient plus de crainte qu'un jour la Jordanie soit déclarée par l'administration américaine et l'Israël tout-puissant comme Palestine. Hein, Dieu, tout ce projet de 2 États, le tracé des frontières est tellement en défaveur des Palestiniens, et vu la décadence totale, l'inefficacité de la Ligue arabe, de la Ligue, comment on appelle ça, musulmane dans le monde, tout ça, on se demande
si vraiment la Palestine, même dans ses frontières actuelles, va continuer d'exister. Il y a une question qui m'interpelle. On a parlé, Oui. Trump a pris cette décision et on sait précédemment que le président américain reporte des élections, mais aussi, il faut bien préciser, le ministre israélien aussi attend un vote, donc qui est en difficulté judiciaire, tout le monde le sait. Est-ce que tout simplement cette déclaration qui venait maintenant à cet instant T, c'est une déclaration à but? Ah oui, non, je vois où vous voulez en venir. Électoral. Exactement, ce but électoral qui pose un problème. Pour voilà. Trump et pour Netanyahou, c'est vrai. C'est-à-dire, c'est ce qu'a dit un haut responsable palestinien, c'est que ce plan de paix est en fait pour sauver la peau de Netanyahou, puisqu'il est des poursuites judiciaires, puisqu'il est accusé de corruption et d'autres, et il a peur qu'il soit déclaré inéligible. C'est possible, c'est pour cela qu'il a essayé d'avoir une immunité parlementaire pour s'assurer de rester au pouvoir. Il en est de même de Trump avec le problème de destitution. Exact. Mais vous voyez, ce qui est important dans tout cela, dans le changement du fonctionnement du monde d'aujourd'hui, c'est que le président des États-Unis, Trump, en fait, n'a que faire des lois internationales, des droits internationaux. Il décide de reconnaître Jérusalem, mais là où encore au niveau du droit c'est beaucoup plus grave, c'est la reconnaissance de l'annexion du Golan, parce que personne ne l'a suivi, mais il espère, tout comme depuis 1948, qu'avec le temps, tout le monde va dire oui, marcher sur sa voie, reconnaître ce qu'il fait, ce qui est illégal. C'est-à-dire, ce qui est illégal devient légal avec ce président, et il l'impose par les armes. Pas simplement les armes militaires, là encore il y a une nouveauté énorme, ce sont les armes des sanctions. Et on voit que l'Europe n'a plus aucun poids diplomatique de peur des sanctions de Trump. Bien sûr. Alors on se trouve face à une sorte de dictateur, non seulement des États-Unis, mais du monde entier. Alors c'est là où la notion de bipolarité intervient, et qui est intéressante, c'est que à l'Est, il y a un autre pôle formé par la Russie, la Chine, l'Iran, qui essaye de tenir tête à Trump et à ses décisions. Et pourquoi il essaye? Et pourquoi il essaye? Vous avez dit il essaye. Oui, parce que si vous voulez, jusqu'à maintenant, cet axe-là, qui s'oppose aux États-Unis, n'a pas réussi à imposer une monnaie qui remplace le dollar. Donc sont dépendants. Vous voyez, le jour où les transactions commerciales se feront avec la Chine dans une monnaie qui n'est pas le dollar, il en est de même de l'Iran, de la Russie, et peut-être un jour, qui sait, du Japon, de l'Inde. À ce moment-là, c'est le déclin total de l'Empire américain. La puissance de l'Empire américain n'est pas simplement dans le nombre inimaginable des flottes aériennes, maritimes, des soldats, des blindés, des canons, des missiles. Non, c'est la force économique. C'est le billet vert qui gouverne le monde. Et tant que le billet vert gouvernera le monde, il est très difficile de s'opposer à un dictateur comme Trump. Parce que vous êtes en train de parler des États-Unis, il y a quelque chose d'important aussi sur le plan interne, puisque les démocrates ont proposé cette procédure d'impeachment. Qu'est-ce qu'ils en pensent, les démocrates, par rapport à cette transaction du siècle? Vous savez, les États-Unis, de manière générale, qu'ils soient démocrates ou républicains, sont plutôt plus qu'au moins dominés par des lobbies sionistes qui jouent un très grand rôle dans les élections. Donc, pour eux, ce problème palestinien, on l'a vu depuis 1948, n'a fait que dormir dans le tiroir. On n'a jamais vu
des décisions de l'opposition américaine, que ce soit démocrate ou autre, qui veulent changer la politique générale. On a bien dit qu'Israël était la énième étoile du drapeau américain. Et là, on se rend compte que ça devient beaucoup plus une réalité. Parce que lors de ces propositions de paix, les Palestiniens n'étaient pas là. Qui était là? Il y avait Netanyahou et Trump, hein, et les pays, certains représentants de pays arabes, plus ou moins à distance, comme quoi ils ont été consultés, les Émirats, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, mais tout ça n'est pas sérieux. On ne fait pas un plan de paix. L'un des partenaires essentiels qui devrait être là est absent, c'est-à-dire les Palestiniens. Personne ne représente les Palestiniens là-dedans. Voyez-vous, ça c'est, je crois que on ne peut pas espérer grand-chose des Américains pour résoudre le problème palestinien. Il n'y aura pas d'Américains qui soutiendront la Palestine dans ses frontières de 7 ou dans ses frontières de 48. Vous êtes en train de dire, ce n'est pas l'exception. On a pu le constater, bien entendu, sur le dossier libyen. Récemment, y a-t-il un pays qui représente le dossier libyen lors de la rencontre de Berlin? C'est évident. Vous voyez, est-ce que l'Occident respecte ses engagements, même historiquement? Vous voyez, par exemple, un petit exemple, ça fait 100 ans passé sur le traité de Sèvres. Le traité de Sèvres prévoyait un État pour les Arméniens et un État pour les Kurdes. Et l'État des Arméniens a eu l'aval de Wilson, le président de l'époque, par sa célèbre sentence. Et dans cette sentence, on a la carte, n'est-ce pas, à la bibliothèque du Congrès américain, il y a le tracé de l'Arménie occidentale. Et pourtant, cette Arménie existe de jure, mais de facto, elle est occupée par la Turquie. Voyez-vous? Donc, l'Occident, même quand il signe, même peut se retourner parce que ils ont d'autres intérêts et ils ont la force. Sauf le jour où ils seront plus les plus forts, ils ne seront plus les pays au niveau industriel, au niveau technique. C'est à ce moment-là, peut-être, qu'on verra naître un nouveau monde de ce tiers-monde-là, qui est aujourd'hui faible, qu'on appelle en voie de développement par politesse. Hein. Mais vous savez, la Syrie était beaucoup plus en voie de développement il y a 9 ans que maintenant, entièrement détruite par les occidentaux fanatiques, islamistes, payés par les services secrets étrangers. Monsieur Samthan, c'est un éclairage assez important hein, que vous avez fait ce matin. Donc c'est très important pour comprendre un petit peu les enjeux de cette déclaration de M. Trump qui se situe dans un cadre plutôt macro, hein, donc soit sur le plan géopolitique, soit sur le plan économique, soit sur le plan aussi, bien entendu, politique interne des États-Unis. Mais selon vous, est-ce que ça va aboutir ou bien ça va rester tout simplement le statu quo comme nous vivons actuellement? Ça va rester, comme vous dites, le statu quo en ce qui concerne les frontières. Mais en ce qui concerne les accrochages, je crois qu'on va avoir plus d'attentats, plus de guerres, c'est clair. Parce que les Palestiniens et les pays voisins ne sont pas prêts d'avaler ces couleuvres, comme on dit. Ils vont pas se taire. Et c'est-à-dire que Trump a jeté de l'huile sur le feu dans ce plan de paix. Et encore une fois, ce n'est pas un plan de paix, c'est un plan de guerre. Parce que c'est une menace. Il leur dit, si vous n'acceptez pas, tant pis, vous perdez une chance. C'est-à-dire,
le pas prochain, peut-être que je vais vous expulser complètement. Hein, ils vont, comme je vous ai dit, se retrouver à Damas, Bagdad, Le Caire, je sais pas moi. Alors vous me dites, est-ce possible? Ben, écoutez, depuis 48 jusqu'à maintenant, c'est ce qu'on a vu. Hein? Les Palestiniens n'ont fait que perdre des parties de leur territoire. Hein? C'est Oslo. D'ailleurs, si vous voulez mon avis, Oslo est né juste quand on a voulu détruire l'Irak. Ils ont fait croire aux Arabes à un plan de paix juste pour leur permettre, pour laisser passer la destruction de l'Irak. Le résultat, on a détruit l'Irak et on a eu des accords d'Oslo qui n'ont jamais été mis en œuvre et réalisés, hein, et qui en fait ont spolié les Palestiniens de leurs droits. Les Palestiniens, après ces accords, se trouvent lésés. Hein. C'est une grande erreur d'Arafat, parce que dans les accords d'Oslo, les Palestiniens ont voulu traiter tout seuls, en excluant les autres pays arabes. Résultat, ils se retrouvent tout seuls. Heureusement encore qu'il y a des pays qui les soutiennent, puisque eux-mêmes ont trahi ces pays-là aux accords d'Oslo. Ceux qui ont fait la guerre pour la Palestine, c'est pas uniquement les Palestiniens, c'est les Égyptiens, c'est les Jordaniens, c'est les Irakiens, c'est les Libanais, c'est les Syriens. Et les accords d'Oslo ont vu le jour entre Arafat et le reste du monde, mais isolés de ceux qui l'ont aidé dans sa lutte. Non. Tout ça, vous voyez, montre dans quel état de décadence le monde arabe, malheureusement, est tombé. Eh oui, le souci qui se pose, vous avez bien dit, hein, faire croire aux Arabes. Faire croire aux Arabes. Est-ce que les Arabes vivent sur les sentiments, sont loin d'être pragmatiques pour régler leurs problèmes internes déjà, que tout le monde les connaît. Hein. On voit un double langage, une image double, floue, qui n'est pas claire dans ce monde arabe. Est-ce qu'on a pour longtemps pour voir un jour un monde arabe équilibré? Parce qu'il y a plusieurs générations, M. Samtahan, qui sont sincèrement destinées à la perte. Hein. Donc il y a plusieurs générations, on voit les petits qui montent, hein, sont out. Il y a souvent qui ne connaissent même pas leur histoire propre. Mais c'est vrai, vous voyez, moi je crois franchement, moi je suis pour la paix avec Israël, mais une paix juste, véritable, une réconciliation entre peuples, hein, avec des sentiments positifs de la part et d'autre. Je ne peux pas croire qu'il n'y a pas d'hommes justes en Israël. Il y a sûrement des hommes justes en Israël. Il y a sûrement des hommes justes dans le monde arabe et qui ne reflètent pas la corruption de leur gouverneur ou leur monarque ou leur président. Mais malheureusement, jusqu'à maintenant, tous ces problèmes politiques ont été traités en faisant abstraction des peuples arabes. La véritable paix avec Israël, c'est une paix entre les peuples qui sort des coulisses de la Maison Blanche ou des services secrets du Pentagone, de ces couloirs. Non. C'est une histoire de peuple entre nations, ce n'est pas une histoire de paix entre des régions politiques, souvent qu'ils n'ont aucune notoriété ou crédibilité vis-à-vis de leur peuple. Monsieur Samtahan, merci infiniment de cet éclairage et je vous dis à très bientôt. À bientôt, cher ami. À bientôt.
Arc-en-ciel. Avec Abdilatif. L'info libre et crédible.